What is up, family? We have another Patreon request. We got some more. Pourquoi en Russie? Why in Russia? Why? Russia, why? 1986. Different times, people. Those little bit better times, being honest. 80s were the greatest. For me, anyway. Anyway, l'explosion de Chernobyl. Chernobyl? The Chernobyl explosion. Okay, let's go. Oh, attends. Will I need this, you think? Oh, well, let's put it on just in case. That should be good. Don't you love how all the countries, including mine, how we brag about our look at the amount of tanks we have. Look at the amount of planes we have. Look at our army. Look at what we have to blow you up. We could defend ourselves and attack you. Look what I have. Do you have what I have? It's been going on for so long. It's crazy. North Korea is well known for that. Like, look what we have. I guess, each person wants to show who's got the bigger, that thing. Épisode 2. Oui, on a vu la première. Les années 60. Brejnev venait tout juste de prendre le pouvoir. Et il avait remarqué une chose. L'URSS restait quand même loin derrière l'économie américaine. Mais qu'elle était également loin devant tous les autres pays de la planète. Que finalement, être numéro 2, c'était suffisant. Qu'ils ont envoyé un homme dans l'espace, qu'ils ont logé et nourri toute la population, qu'il n'y a peut-être plus besoin de se creuser la tête finalement. Pour Brejnev, ça y est, le communisme est atteint. Et il est temps de se laisser aller pour profiter de tout ce que le socialisme a pu apporter à la nation. Eh bien, c'est ce qu'il s'est passé. Pour les Russes interrogés aujourd'hui, concernant leur ressenti vis-à-vis de l'Union soviétique, la réponse unanime est que la période brejnevienne représente les plus belles années de toute leur vie, et ce, qu'ils étaient enfants ou déjà en âge à ce moment-là. Alors oui, c'était une dictature, mais si t'acceptais de ne pas mettre ton nez dans la politique, tu ne risquais pas grand-chose finalement. Et tu pouvais te laisser porter et profiter de la vie, comme le souhaitait le camarade Brejnev. Beaucoup de choses, quasiment tout était gratuit. C'est magnifique. Et c'est donc, en cette magnifique journée du 26 avril 1986, dans la ville de Pripyat, près de Tchernobyl, que les soviétiques profitent de la vie paisiblement. En plus, il fait bon, il y a du soleil, l'occasion de sortir prendre l'air après le long, froid et sombre hiver russe. Du coup, les enfants jouent dehors. Pourtant, les parents discutent nerveusement entre eux. Certains auraient entendu une explosion. Yeah, okay, this is going to be interesting, but yeah, I was busy doing other things in 1986. I honestly don't even know about this. I didn't even pay attention. I was just a kid. Durant la nuit. Mais d'autres les rassurent que c'était sûrement encore un de ces avions de chasse qui a volé en rase-motte sans rien respecter, et que ça ne les a pas empêchés de se rendormir. Bon. Il y avait pourtant de sérieuses rumeurs au petit matin qu'un feu s'était déclaré dans la centrale juste à côté. Ah bon ? C'est vrai ? On mange quoi à midi sinon ? Bref, une journée de ce qu'il y a de plus banal finalement, et chacun continue à vaquer à ses occupations. Pourtant, l'explosion cette nuit-là était la plus grande catastrophe nucléaire que l'histoire humaine allait connaître. Oh wow. Le bilan d'erreurs humaines, de malfaçons techniques, de négligence administrative allait briser la vie à plusieurs milliers de personnes, irradier la peau qui se décolle, les organes qui cessent de fonctionner. Du combustible nucléaire en fusion était exposé à l'air libre. Impossible de l'éteindre, impossible de le contenir. Des particules radioactives étaient en train d'infester tout le ciel européen. Holy crap, I didn't know anything about this. What the hell?
Un cas de figure d'une ampleur jamais arrivée dans l'histoire, pour lequel il n'y avait aucun protocole, aucune marche à suivre. Personne dans le monde ne savait ce qu'il fallait faire dans cette situation. Car elle était impensable. Elle était inimaginable. Cette situation était tellement inconcevable qu'au début, même les autorités et spécialistes sur place considéraient qu'il s'agissait d'un banal incendie. Sauf que le diagnostic inenvisageable finit par tomber. Il s'agit d'un accident nucléaire et il faut agir vite, très vite, car une seconde explosion est imminente. Plusieurs milliers de liquidateurs venant en hâte de toute l'Union soviétique échangent littéralement leur vie pour contenir les rejets. Ils se sacrifient nuit et jour, sous-équipés, pour sceller la source des émissions avant que tout cela ne dégénère encore plus. Beaucoup recevront une dose mortelle de radiation, d'autres finiront handicapés à vie. Ils parviennent malgré tout à héroïquement endiguer la menace immédiate. Mais après la chute de l'URSS, les nouveaux gouvernements n'auront plus d'argent pour les soigner, laissant les liquidateurs de Tchernobyl mourir dans leur souffrance et dans l'indifférence générale. Eh oui. Quel est le bilan humain réel de cette catastrophe ? Eh bien, difficile à dire, difficile à chiffrer. Car la radioactivité, c'est quelque chose d'invisible, d'incolore, d'inodore, qui te tue à petit feu, par le biais de cancer, de leucémie, qui te rattrape dans 1 an, dans 3 ans, Ouais. qui affecte ta descendance. Mais en ce 26 avril 1986, il était encore impensable que ce soit un accident nucléaire. Car dans la société soviétique, l'atome est absolu, l'atome est bienfaiteur. En URSS, tout est basé sur l'atome. La défense du pays, c'est l'atome. L'énergie du pays, c'est l'atome. Le progrès scientifique, c'est l'atome. Et pour couronner le tout, la centrale en question porte le nom de Lénine, le leader de la révolution communiste, celui dont tous les portraits sont accrochés dans chaque classe de chaque école du pays. Oh wow. Comment tous ces symboles pourraient trahir le peuple soviétique ? Le gouvernement est en panique. Qu'est-ce qu'on dit ? Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on camoufle ? Est-ce qu'on maquille la situation ? Et le plus ironique, c'est que l'Union soviétique était les derniers à se poser ce genre de questions sur comment traiter l'information. L'urgence, c'était d'abord de comprendre ce qu'il s'était passé et si la dizaine de réacteurs similaires répartis dans tout le pays avaient le même risque d'exploser. Est-ce qu'il fallait tous les couper ? Mais si on le fait, ça va créer une crise énergétique sans précédent qui va remettre le pays à l'âge de pierre. Bref, des problèmes en énorme quantité s'abattent en cascade très rapidement de tous les côtés. Une catastrophe d'une envergure inédite, laquelle il était impossible d'anticiper ni de se préparer. Mais pendant ce temps, en Europe, les capteurs de radiation commencent à s'agiter un peu partout. Et les Suédois font partie des premiers à appeler Moscou et leur demander, totalement troublés, « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Sauf qu'un pays s'inquiète bien plus que les autres de toute cette situation. La France. Un pays qui avait énormément misé sur le nucléaire et qui lui non plus ne pouvait pas se permettre la remise en question de l'atome. Le schéma est alors identique à Moscou et à Paris. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on dit ? Est-ce qu'on camoufle ? Est-ce qu'on maquille ? Le gouvernement français a fait le choix de minimiser l'événement alors que les données publiques contemporaines nous dévoilent que le nuage radioactif avait bel et bien exposé une partie non négligeable du pays. Mais quel sera le choix du gouvernement soviétique alors ? Eh bien Moscou était d'autant plus dos au mur quant au traitement de cette information qu'il s'était déjà écoulé 2 jours avant qu'il ne soit réellement mis au courant de la situation à Tchernobyl. 2 jours, le temps que l'information remonte tous les échelons de la bureaucratie. C'est bien trop tard qu'ils apprennent qu'il ne s'agit pas d'un banal incendie, mais d'une catastrophe nucléaire. La population, quant à elle, avait baigné dans des doses nocives de radiation durant tout ce temps. Wait, 48 hours of just living with radiation. Isn't that wonderful? While everybody else, while the people that are the safest, the government, talk about it. What should we do? What do you think we're going to do about this? It's always the same. It's always the same. The innocent suffer the most. Avant que l'évacuation ne commence vraiment, dans des bus, eux aussi contaminés. Gorbatchev est tiraillé, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir dire aux infos à ce sujet ? Il venait à peine d'introduire son concept de glasnost, de transparence.
On ne manipule plus l'information, on dit les choses telles qu'elles le sont. Mais révéler l'ampleur de cette catastrophe, c'était révéler l'incompétence et la perte totale de contrôle du gouvernement soviétique. Et sans même parler de la population, révéler ce qu'il s'est passé à Tchernobyl ferait un choc au sein même du Parti communiste. Car les dysfonctionnements qui ont conduit à cette catastrophe sont à l'image des dysfonctionnements qui ont nécrosé le parti dirigeant. Leur balancer comme ça à la gueule leurs 4 vérités, que tout ça c'est de leur faute, c'est un terrain miné. Andropov avait commencé à le faire, à prononcer des termes comme lenteur, corruption, bureaucratie, mais il a vite été marginalisé pour avoir craché ça comme ça, dans la gueule du parti. Il est vrai, sans aucun tact, ni diplomatie de sa part. Donc Gorbatchev, s'il veut vraiment sauver l'Union soviétique, il faut qu'il prenne bien plus de pincettes. S'il dénonce et se met à dos tout le système, il s'en fera tout simplement éjecter. Mais 3 semaines après l'accident, Gorbatchev choisit la voie de la divulgation complète. Good for him. Et pas que sur Tchernobyl, sur tout, sur l'état de l'Union en général, sur ce qui est en train de se passer dans le pays, que la situation est catastrophique, que tout va mal. It's refreshing to hear the truth. Profitant de l'écho que donne le fiasco monumental à Tchernobyl, il lâche le morceau, afin de réveiller l'opinion publique et secouer le parti. Mais à partir de ce moment-là, il n'a plus que des ennemis au sein du parti. D'un côté, les conservateurs qui considèrent que Gorbatchev souhaite détruire l'Union soviétique en faisant de telles déclarations publiques, aussi déstabilisantes, et ceux qui, à l'inverse, veulent détruire l'Union soviétique. Et profitent que le dirigeant suprême admet des torts, admet des fautes, admet des défauts à l'URSS pour appuyer le fait que c'est le système tout entier qui est acheté. L'un d'eux, Yeltsin, va prendre énormément d'importance d'ici quelques temps. Et quel effet ça a bien pu faire sur la population, ce genre de révélation que tout va mal? Eh bien, l'année d'après, le taux de natalité en URSS s'effondre subitement, d'un coup sec. Une crise de confiance sans précédent. On ne croit plus en l'avenir. Les soviétiques viennent d'apprendre que les jours heureux sont derrière eux, qu'ils vivent dans une réalité terrifiante désormais. I guess maybe that's why everybody lies. Que l'Union est dans un état comparable à la catastrophe de Tchernobyl et que, comme à Tchernobyl, personne ne viendra les sauver, au sens propre comme au figuré. Et même si à cette époque, il était encore inconcevable que le pays pouvait tout bonnement disparaître, le doute s'installe et commence à prendre sens, avec la corruption administrative qui était devenue une norme, les rations qui s'amaigrissent d'année en année, la criminalité visible qui fait son grand retour. En effet, pour ceux qui ont vécu une douce et heureuse enfance du temps de Brejnev, toute la qualité de vie du modèle soviétique venait de fondre sous leurs yeux. Et l'explosion de Tchernobyl permet de donner la légitimité de pointer son doigt sur un responsable, sur un coupable, celui qui a le plein pouvoir quasi divin dans le pays, celui qui voit tout, celui qui sait tout, mais qui a failli. Eh oui. Le Parti communiste de l'Union soviétique. Ironiquement, après la chute de l'URSS et la déclassification des archives, une note d'Andropov datant de 1979 avait été retrouvée où il constatait, 7 ans avant la catastrophe, des malfaçons de conception et de mauvaises pratiques par les équipes techniques au sein de la centrale nucléaire de Tchernobyl précisément. Note à l'intention du Parti communiste, signée Andropov, 1979, et la suite, nous la connaissons. Donc même le grand patron du KGB n'arrivait plus à se faire entendre. Wow. Même les pontes les plus puissants n'avaient plus aucune autorité. Le laisser-aller brejnevien était devenu total à tous les niveaux, au plus profond du parti, au plus profond du pays. Et l'accident de Tchernobyl venait de le mettre brutalement à la vue de la planète tout entière. On ne contrôle plus rien en Union soviétique. Cette fois, c'est sûr, l'URSS va disparaître. And it did. And it did. And now, supposedly, Putin wants it back. He wants it back to back the way it was, the USSR. Unless I'm just, reading nonsense, which is very, very possible in today's news media. But that's what I heard. Well, amongst that, he wants a lot of other things too.
So, wow. It makes you think. It makes you kind of understand and think and realize why sometimes, I mean, listen, we do it too, right? We do it in our own families. Or friends, loved ones. Sometimes we just say to ourselves, you know what? Let me just tell a little white lie, and I won't hurt their feelings. Their feelings won't be, hurt. So I'm lying, which is wrong, but I'm doing it for the good. You know what I mean? Instead of just straight up lying. I'm doing it just because, I don't want to hurt you. I don't want to make you feel bad. So I'm going to lie to you, make you feel better. I guess it's the same with the governments. Hey, if we tell, 100 million people that things are doing, we're in trouble, people. We are in big trouble. You're not going to like the news I give you. Somebody must be like, hey, maybe we should just tell them everything is fine and we'll figure out what the hell's going on. We'll fix the problem ourselves without telling the public, because, they're going to go crazy. They're going to be upset. They're going to get mad. It's the same thing. We don't want to upset them too much. I don't know. Today in the media, I don't know what to believe anymore anyway. You don't know what's real. You don't know what's fake. You don't know who's saying what, if it's true, if it's not true, if it's over-exaggerated. You don't know anymore. And it's scary, because we all know if something horrific was to be happening, me and you wouldn't know about it. Let's just pretend there's an asteroid. It's about to hit Earth in like 5 days. They know the entire planet is gone in 5 days. Do you think they're going to tell us? Hey, hello, public. You have about 5 days to live. Have a nice life. Yeah, there's an asteroid coming. We can't stop it. Do you think they're going to say that? No. Hell no. I truly believe not one word will be said into the last minute when we realize it's over. So, because humans are interesting creatures, we would lose our minds knowing there's 5 days left. What would people do knowing in 5 days I could do whatever I want? Because no one's putting me in jail. The law doesn't matter anymore to me. 5 days, the entire world is gone. You know what humanity would probably... I don't even want to know. And yes, there'd be some good people too. I'll spend the rest of my days with my family. Anyway, very interesting. It's always a beautiful thing, the nuclear reactors that, are faulty. And we all know the problems that occur when that happens. I believe it happened in Japan, right? One of their nuclear reactors. No. We'll thankfully it did not go as bad as everybody thought. But yeah, it was on the verge. The one right next to the ocean. It was getting scary there for a moment. Yeah, nuclear is no joke, people. But I understand. It certainly gives a lot of energy. I think they're working on one in New York, they said. Some sort of nuclear something that's going to power 100,000 homes on one little, not even a big reactor, a little reactor. 100,000 homes it will power up. So, yeah, I mean, I understand. But anyway, poor Russia. Russia has gone through some shit, let me tell you. They've gone through some shit. The people of Russia is who I feel the worst for. The people. The brainwashed people. We've seen videos maybe 4 months ago about just some interviewer asking Russians randomly, hey, how do you feel about your country? Do you guys think you're the best in the world? Are there any problems here? Are you upset? And no, everybody's like, oh no, we're the best in the world. We love what's happening. Ukraine is evil. They're all Nazis. We should take over Ukraine. And Russia's the best. We're the best place in the planet. There's nowhere better than this. It's people, you're fed information over and over and over and over. And then I guess eventually you start to believe it. Anyway, is it worse than Russia? Yes. Is it better than Russia? Yes. I would say that's the truth for every single country out there.
Is there a better place for you out there? Yes. Is there a worse place out there for you? Yes. Anyway, you do with what you got, people, and the explosion of Chernobyl was certainly no joke. A lot of people, I'm sure, like he said, you don't know, because somebody could die from cancer 5 years from that event, and people would just say, "Oh, well, people die of cancer. That's what happens." But they would never say, "Oh, it's because of that." No. Anyway, who knows? 1986, the explosion, La Russe, more stories of Russia from this guy who really is very good at passing the information from him to us. Does that very well. Very well done, his videos. Anyway, good stuff. It's the world. It's a world channel. We got to learn about the world. Russia's part of the world. Take care. Peace out. Have a good night.